Bon, aujourd'hui, clairement, je vais vous parler d'un film qui m'a mis une claque monumentale. Grâce au bif et à Sony, dans une salle spécialement remplie pour les biffeurs, j'ai eu l'occasion de voir hier en avant-première 28 Years Later de Bone Temple. C'est donc le deuxième volet de la nouvelle trilogie, et en même temps le quatrième film de la saga de zombies qui avait démarré en 2002 avec 28 jours plus tard. Je suis fan de cette saga depuis le tout premier film et donc forcément j'étais extrêmement heureux de pouvoir découvrir ce nouveau film en avant-première avant même sa sortie anglaise. C'est typiquement le genre de séance qu'on n'oublie pas. Je vais commencer sans spoiler, puis je vous préviendrai clairement quand on basculera dans la partie spoiler parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le film. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit retour en arrière, j'avais vu le précédent 28 ans plus tard de Danny Boyle dans de très mauvaises conditions. On était au premier rang dans une salle bondée, c'était un inconfort énorme. Malgré ça, j'avais déjà beaucoup aimé le film, mais j'avais quand même aussi quelques réserves, notamment d'ordre stylistique. Danny Boyle est un réalisateur qui expérimente énormément, et dans ce film-là, certaines idées m'avaient paru très réussies et d'autres un peu plus discutables. Ça m'avait légèrement empêché d'adhérer complètement à l'ensemble, même si sur le fond, le film était déjà très fort. Avant d'aller voir cette deuxième partie de la trilogie, j'ai donc revu 28 ans plus tard, cette fois dans des bien meilleures conditions, à la maison, avec un bon Blu-ray, et là, je l'ai encore plus aimé que lors du premier visionnage. Le jeu d'acteur est incroyable, l'histoire est profonde, l'écriture est vraiment fine, intelligente et inspirée. Et le film aborde des thèmes qui sont rarement traités dans le cinéma de genre, et encore moins dans les films de zombies. Bref, pour moi, 28 ans plus tard faisait clairement partie du top du panier des films de genre de 2025. Et puis arrive ce deuxième volet, de Bone Temple, qui cette fois est réalisé par la réalisatrice Nia DaCosta, tout en étant toujours écrit par Alex Garland. Et là, quelle claque! Le film démarre immédiatement là où le volet précédent se terminait. Pas de remise à zéro, pas de facilité, on est plongé directement dans la continuité du film précédent. La mise en scène est clairement beaucoup plus sage que celle de Danny Boyle, moins démonstrative, moins expérimentale. Mais moi personnellement, j'ai trouvé que cette sobriété mettait encore plus en valeur les acteurs et surtout l'écriture incroyable du film. On est face à un film d'une richesse et d'une profondeur assez rare, surtout dans un cinéma de genre qui, il faut l'avouer, ces dernières années est souvent terriblement boursouflé, répétitif et poussif. Et en plus de ça, le film est beaucoup plus violent, beaucoup plus gore, beaucoup plus jusqu'au boutiste que l'épisode précédent. Une violence d'ailleurs qui est jamais gratuite mais qui vient toujours servir le propos. Ralph Fiennes reprend son rôle du docteur Ian Kelson, qu'on découvrait déjà dans le volet précédent, dans la deuxième partie du film, mais ici son rôle est beaucoup plus central et honnêtement, quel plaisir. Le jeune Alfie Williams reprend son rôle de Spike, le héros donc de cette nouvelle saga. Il est toujours impeccable, même si cette fois il est un peu moins au centre de l'intrigue que dans le premier volet. Et puis il y a Jack O'Connell, que beaucoup connaissent pour son rôle de Cook dans la série anglaise Skins. Il reprend ici le personnage qu'on voyait brièvement à la fin dans la toute dernière scène du film précédent, et devient un élément principal de l'intrigue de ce deuxième volet. Il joue ici ce qu'on pourrait considérer comme le méchant de l'histoire, mais évidemment, l'écriture subtile et nuancée de Garland rend le personnage beaucoup plus intéressant et complexe que ça. Bref, pour moi, le film est une réussite totale. Je pense même qu'il m'a encore plus plu que le premier volet, même si en réalité, les deux films sont difficilement dissociables. Le premier a posé l'univers, les personnages, la situation. Il a pris le temps d'installer les éléments nécessaires à un background solide et à une caractérisation très forte, dont ce second film profite énormément. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que le premier film ne donne jamais l'impression d'être une simple préparation au deuxième. Il se suffit totalement à lui-même, tout en enrichissant profondément la suite. Et ça, c'est déjà un tour de force en soi. Attention, à partir de maintenant, je vais commencer à spoiler le film. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous mets ici le timecode vers la conclusion de cette vidéo.
Le film commence extrêmement fort avec cette scène de combat où Spike doit affronter et tuer un des membres de la secte sataniste sur laquelle il était tombé à la fin du premier film pour sa survie. Et dès cette scène, le film va encore plus loin que 28 ans plus tard, et même que 28 jours plus tard, sur ce thème central de la saga, les humains peuvent être bien plus dangereux que les infectés. La scène est très violente, Spike tue un des Jimmy en lui plantant un couteau dans l'artère de la jambe, le jeune homme se vide de son sang à une vitesse hallucinante et meurt presque immédiatement. Ayant gagné son combat, Spike est alors contraint de prendre la place du mort, il devient à son tour un Jimmy et rejoint cette secte. Cette scène donne immédiatement le ton du film, et le propos est encore plus renforcé lorsque les jeunes quittent le parc aquatique où se passait cette scène, où ils tuent des infectés sans même ralentir, presque machinalement. Pour eux, les infectés sont plus un danger, ni même un obstacle, ils sont devenus bien plus cruels, bien plus violents et bien plus dangereux qu'eux. On rejoint ensuite le docteur Kelson qui ajoute la femme enceinte infectée du premier film à son sanctuaire de mémoire. Il est à nouveau visité par l'Alpha qu'on avait découvert précédemment dans le précédent volet, et là arrive la première grande surprise du film. Ce personnage d'Alpha, Samson, introduit dans le film précédent, devient ici un personnage beaucoup plus central que ce qu'on pouvait imaginer. Le film utilise habilement le lore installé dans le précédent film pour mieux le détourner. Samson va donc progressivement devenir un ami pour le docteur. On comprend que la maladie des infectés, en plus de décupler leur force, leur rage et leur colère, leur brouille complètement l'esprit et les fait halluciner. Samson voit des sortes de démons lorsqu'il attaque des humains. Les tranquillisants et drogues que Kelson lui injecte pour le tenir à distance vont peu à peu calmer sa rage et surtout lui permettre de retrouver une forme d'humanité. J'ai énormément aimé cette partie de l'histoire parce qu'elle montre à quel point Kelson est un personnage d'une humanité exceptionnelle. À part le bref passage de Spike et de sa mère, dans le précédent volet, il vit seul depuis presque 30 ans. Mais il a voué sa vie à rendre hommage à l'humanité, à la mémoire et aux morts. Les scènes entre Samson et Kelson sont aussi remplies d'humour, avec un décalage parfois presque absurde, mais toujours très très juste. Et il y a aussi cette excellente utilisation de la musique, notamment avec les vinyles de Duran Duran que le docteur écoute, et qui viennent du coup rajouter une atmosphère décalée à ces scènes avec Samson. Grâce à l'évolution de cette relation, Kelson commence à mieux comprendre ce qui touche les infectés. Il découvre même que l'humain derrière n'a peut-être pas totalement disparu. Alors dit comme ça peut paraître un peu naïf, voire simpliste, mais c'est amené avec énormément de subtilité et de finesse. Et surtout, ça amène la saga dans un endroit totalement nouveau, qui m'a énormément rappelé l'ambiance du roman I Am a Legend de Richard Matheson. Et je parle bien du livre, le chef-d'œuvre de la littérature américaine, pas des adaptations cinéma. Il y a aussi cette scène très forte où Kelson, n'ayant presque plus de drogue, pour soulager Samson, lui propose une euthanasie. Une scène qui fait évidemment écho à la scène sublime du premier film. En opposition totale avec Kelson et son humanité, le film montre à quel point les autres humains sont profondément peu solidaires. La scène des 3 humains en forêt est très parlante, 2 d'entre eux abandonnent leur ami sans la moindre hésitation lorsque les infectés arrivent. Et puis il y a le petit groupe de la secte satanique, dirigé par le complètement fou Sir Lord Jimmy Crystal, qui fait monter le film encore d'un cran dans l'horreur. La violence est gratuite, froide, insoutenable. Ma femme me disait que les Jimmy lui faisaient penser aux Droogs dans Orange Mécanique, et franchement, je trouve qu'elle a totalement raison. Là où les infectés sont violents à cause de la rage, les Jimmy répandent le mal de manière consciente et volontaire. C'est d'ailleurs un thème qui est très récurrent dans l'œuvre d'Alex Garland. Mais tous les Jimmy ne sont pas écrits de la même manière et ne rentrent pas dans la même dynamique. Certains croient réellement à cette violence et s'y épanouissent, et d'autres suivent par peur, par lâcheté, par instinct de survie. Spike est d'ailleurs coincé dans ce dilemme moral, il est à la fois victime des Jimmy et un Jimmy lui-même. Les 2 intrigues qu'on a suivies jusque-là dans le film vont intelligemment se mêler. Jimmy Inc., une des Jimmy, voit au loin Kelson et Samson danser ensemble. Pour elle, c'est une évidence. Il ne peut s'agir que de Satan, ce vieil homme à la peau orange qui danse avec un démon infecté. Elle en parle à son gourou, Jimmy Crystal, qui d'abord hésitant, va finir par aller à la rencontre du docteur, qui l'imagine être Satan, son père.
Lorsqu'il se rend compte que ce n'est qu'un médecin, il menace Kelson et l'oblige à jouer le jeu, à se faire passer pour Satan, pour ne pas perdre son emprise sur ses disciples. C'est passionnant parce que ça montre la psychologie très complexe du gourou. Il croit à son mythe, il se croit vraiment être l'antéchrist, mais en même temps, il sait qu'il ment et qu'il manipule. Kelson comprend qu'il est dans une situation délicate et qu'il n'est pas sûr de s'en sortir. Il va alors tenter une dernière carte, un possible remède pour Samson pour lui rendre complètement son humanité. Puis il va tenir sa part de marché qu'il avait fait avec Jimmy Crystal et jouer jusqu'au bout le rôle de Satan. Vinyle d'Iron Maiden à fond, torche, essence, feu, Kelson met tout en œuvre pour représenter Satan. Et Ralph Fiennes nous montre encore une fois à quel point il est un comédien époustouflant. La scène est d'une tension dramatique incroyable et surtout pour la première fois en 2 films, on va nous montrer la faille de Kelson. On nous avait présenté son personnage comme bon, humain, altruiste. Mais ça fait 28 ans qu'il vit seul. Et la vie lui a offert un ami. Et pour ne pas perdre ce cadeau, il est prêt à faire un sacrifice énorme, atroce. Il l'a compris. Les Jimmy vont répandre le chaos, la mort et l'horreur. Et non seulement il ne va pas les arrêter, mais en les aidant, il va même les encourager. Au moment où il est sur le point de commettre l'irréparable, il reconnaît Spike. Et revoir le jeune garçon lui fait comprendre ce qu'il est en train de faire. Il change alors d'avis et tente d'arrêter les Jimmy et le paye de sa vie. Côté écriture et dramaturgie, c'est une véritable masterclass. Pris à son propre jeu, Jimmy Crystal finit mourant et crucifié. Samson, de son côté, se libère peu à peu de sa maladie grâce au remède de Kelson. La scène du train, parfaitement réalisée, est d'ailleurs absolument marquante. Samson a tout juste le temps de remercier son ami de l'avoir libéré avant la mort de Kelson. Spike et Jimmy Inc. partent alors ensemble vers de nouvelles aventures. Comme le film précédent, le film se conclut par une scène de transition annonçant l'intrigue du volet suivant. Et comme le voulait la rumeur, on y retrouve Jim, le personnage principal du premier 28 jours plus tard, incarné par Cillian Murphy. Lui et sa fille vont venir en aide à Spike et Jimmy Inc. poursuivis par des infectés. Et pour conclure le film en apothéose, on a le retour du thème iconique In the House, in a Heartbeat de John Murphy. Le thème était absent du film précédent et il revient ici avec une force décuplée. Je trouve d'ailleurs que c'est une idée brillante parce qu'il y avait eu une sorte de frustration dans le volet précédent de ne pas avoir eu le thème iconique de la saga. Et ici il revient du coup de manière encore plus puissante et beaucoup plus justifiée puisqu'il revient au moment où le personnage de Jim, le personnage original de la saga, revient à l'écran. Le film se termine donc en apothéose pour un film qui était déjà incroyable. Vous l'avez compris, j'ai adoré ce film, je pense même que c'est mon film préféré de la saga jusqu'à présent. Son écriture, sa réalisation, plus sobre que celle de Danny Boyle, mais qui fonctionne pour moi encore mieux, même si j'aime beaucoup Danny Boyle, en font pour moi un film vraiment majeur. Alors je ne sais pas de quoi sera fait le cinéma de 2026, mais ce film a clairement de grandes chances de rester très haut dans mon classement 2026. On est face à un film de genre intelligent, profond et ambitieux. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la dernière partie qui promet de conclure la saga en réunissant les intrigues du film original et de la nouvelle trilogie. Merci de m'avoir écouté, et vous, dans ce nouveau 28 ans plus tard, qu'est-ce que vous avez aimé? Si vous voulez ajouter de la matière à mon analyse, rendez-vous dans la section commentaires. Et moi, je vous retrouve très bientôt à l'ombre du projecteur.